Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Gabriel de la Rage à 3 parce que jamais 203. Aujourd'hui pour la première fois de ma vie je vais parler de son sur YouTube. Est-ce que c'est vraiment la première fois? Je suis pas sûr. D'ailleurs en parlant de son, il y a peut-être un petit bruit de fond que vous entendez là. Voilà, désolé, il y a un déshumidificateur qui tourne chez moi depuis un peu plus d'une semaine maintenant suite à un petit problème qu'il y a eu chez nos voisins. Donc aujourd'hui, on va tester, enfin je dis aujourd'hui, mais en réalité je n'ai pas encore reçu le produit, je l'ai juste commandé, donc j'attends qu'il arrive. Je ne sais pas s'il arrivera aujourd'hui, je l'ai commandé il y a 4 jours déjà quand même. Je ne sais pas s'il arrive aujourd'hui ou s'il arrive dans le mois. Le tracking des livreurs n'est étonnamment pas très précis. Donc peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, je compose de la musique un petit peu, je fais ces vidéos sur YouTube que vous pouvez aussi voir sur mes autres chaînes YouTube, et je passe aussi beaucoup de temps à mon bureau juste à jouer à des jeux vidéo ou à juste checker les réseaux sociaux, regarder des vidéos sur YouTube, patati patati patata, je passe beaucoup de temps à mon bureau et j'écoute beaucoup de musique à mon bureau. Vous pouvez voir que je suis vraiment un professionnel de l'éclairage, on voit pas du tout le reflet de ma lampe dans la télé qui est derrière moi. Peut-être je devrais allumer la télé, je sais pas. Ah bah super, la télé elle scintille comme n'importe quoi. Oh fait chier, bon. Elle va rester éteinte. Donc à mon bureau, actuellement, j'utilise une interface audio de chez Native Instruments. C'était l'interface audio la moins chère que j'ai trouvée au moment où j'avais besoin d'une interface audio parce que mon ancienne avait des petits problèmes de compatibilité avec mon micro. J'utilise un micro pour faire des voice-overs, des fois même pour chanter ou enregistrer différents trucs. C'est un Rode NT1A qui est plutôt chouette que j'ai eu d'occasion pour vraiment pas cher et c'est vraiment un des meilleurs achats que j'ai fait. Voilà, je fais le montage de mes vidéos sur un Mac Mini M1, c'est le dernier, c'est un des Macs les moins chers que vous pouvez acheter actuellement. Et c'est absolument incroyable comme Mac si vous éditez des vidéos compressées comme ce que filme ce genre de caméra, donc du H265. Et l'écran c'est un LG, c'est un 24 pouces 4K qui est fait pour Mac, donc ce qui est cool c'est qu'on peut contrôler par exemple la luminosité de l'écran avec les touches du Mac. C'est un écran qui se branche en USB type C. De chaque côté de l'écran, j'ai ces grosses enceintes que j'ai récupérées de quelqu'un sur Facebook. Ce sont des enceintes Brown qui datent de 1978, ce sont volontairement des moniteurs, des moniteurs de studio. Donc elles ont un son qui est censé être plutôt neutre. Je trouve que le son est pas le plus incroyable que j'ai entendu, mais il est quand même vachement chouette, surtout pour l'époque. Avant sur mon bureau, si vous regardez mes vidéos sur l'autre chaîne YouTube depuis longtemps, vous verrez que j'ai eu tout un tas d'enceintes différentes qui ont un peu circulé sur ce bureau. Je sais pas si vous remarquez ce genre de détails ou pas, mais j'ai eu par exemple pendant un moment les fameuses enceintes Rokit de chez KRK. Les Rokit 6, ce sont des enceintes faites de studio, ce sont surtout des enceintes actives, ça veut dire qu'elles ont leur amplification intégrée, et cette amplification intégrée posait différents problèmes, parce que ces enceintes, déjà de base, elles avaient un son que je trouvais pas fou, c'était assez... ça mettait trop en avant les voix, et ça mettait trop en avant certains éléments du mix, sans mettre en avant le reste, par exemple manquait clairement de basse et ce genre de trucs, et en fait ça fait que j'avais souvent l'impression que mes chansons étaient plutôt bien mixées quand je les écoutais sur ces enceintes, mais aussitôt que je passais sur quoi que ce soit d'autre, c'était nimp. Un autre problème avec les KRK, vu que ce sont des enceintes amplifiées, elles ont donc leur amplification qui est à l'intérieur, elles ont un circuit électronique pour ça, et ce circuit électronique, il est pas protégé contre les interférences. C'est un défaut très connu de ces KRK, peut-être que les modèles plus récents n'ont pas ce problème, mais vu que celle-ci n'était pas protégé des interférences, ça fait que j'arrivais à entendre mon disque dur et l'utilisation de mon disque dur à travers mes enceintes avec des petits sons en arrière-plan, des petits ce genre de petits trucs en permanence, et ça commençait vraiment à me casser les bonbons à tel point que je n'utilisais quasiment plus les enceintes, je les avais carrément débranchées à la fin parce que ça me faisait tellement chier qu'à la place je faisais tout au casque, et c'est dommage parce que j'aime beaucoup écouter avec des enceintes. Donc ensuite j'ai remplacé par une paire d'enceintes Technics que ma voisine m'avait donné. Ce sont des enceintes hi-fi des années 90, elles sont pas excellentes mais elles avaient quand même une bonne précision, elles avaient quand même des basses très satisfaisantes, et je les utilisais avec un ampli Yamaha qui est un RS202 que j'utilise encore maintenant. Cet ampli traînait un peu, je l'avais depuis quelques années de côté au cas où, et il m'a bien dépanné pour ça. Mais voilà, maintenant que j'ai pu récupérer ces enceintes Brown et que je les ai posées sur mon bureau, il y a trois petits trucs qui me dérangent avec l'ampli Yamaha sur lequel elles sont branchées. Le premier truc, c'est que cet ampli Yamaha a un contrôle de volume
alors que j'ai déjà un contrôle de volume sur l'interface audio, donc j'aurais bien aimé un ampli qui n'a pas de contrôle de volume, donc juste un ampli tout basiquement, pas un ampli intégré avec différentes sources, etc. J'aurais juste voulu d'un ampli tout court, ça c'est la première chose. Deuxièmement, cet ampli Yamaha, j'aimerais bien le mettre dans ma cuisine, parce que dans la cuisine j'ai une paire d'enceintes et j'aimerais vraiment bien pouvoir mettre cet ampli Yamaha dans la cuisine, ça pourrait être pratique pour écouter de la musique ou tout simplement regarder des vidéos dans ma cuisine quand je mange et que je suis seul par exemple. Et enfin, le dernier truc qui me dérange avec cet ampli Yamaha, c'est que le son est bon, honnêtement, surtout pour le prix, mais j'ai l'impression qu'avec ces enceintes Brown, le son n'est pas aussi bon qu'il pourrait l'être. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'avant que ces enceintes Brown soient sur mon bureau, elles étaient dans la chambre à coucher, et dans la chambre à coucher, elles étaient branchées sur un ampli Pioneer, et j'avais l'impression qu'elles avaient un son beaucoup plus plein, et spécialement beaucoup plus de basse, surtout quand le volume était plus modéré. Donc peut-être que je me dis que cet ampli Yamaha manque un peu de puissance. Honnêtement, je ne sais pas vraiment si c'est le cas. Quoi qu'il en est, j'ai donc commandé ce nouvel ampli de la marque TEAC qui va arriver comme par magie grâce au montage dans quelques minutes. Et je me réjouis de voir ce que cet ampli peut donner. Donc la raison pour laquelle j'ai choisi cet ampli, c'est que je voulais du coup un ampli simple, donc pas un ampli intégré, mais genre un amplificateur de puissance où basiquement vous avez une seule source branchée dessus avec volume variable, à savoir mon interface audio, et les enceintes qui se branchent dessus, et c'est tout. Rien d'autre, rien de superflu. C'est basiquement tout ce que je cherchais. Je voulais quand même un truc, investir un petit peu d'argent. Alors peut-être pas autant que ce que j'ai investi dans ce TEAC, j'aurais bien mis la moitié honnêtement. Mais voilà. Je voulais investir un peu d'argent parce que je voulais quelque chose de qualité, quelque chose qui tienne, et je voulais aussi quelque chose qui consomme pas trop d'électricité. Donc je regardais pas mal aussi pour un ampli de classe D, qui sont les amplis les plus efficaces niveau rapport puissance-consommation, de ce que je comprends. Voilà, et du coup j'ai hésité entre plusieurs modèles et donc à partir de là j'ai commencé un peu à regarder qu'est-ce qui était disponible autour de moi et aussi commander sur un site fiable où je savais que si ça me plaisait pas je pouvais avoir une garantie de retour ou si j'ai des soucis techniques, des problèmes de fabrication etc, je peux le faire réparer sans trop de problèmes. Ce qu'il faut savoir c'est que je n'ai pas été capable de trouver un seul test ou une seule review ou même des avis de cet ampli. Sur internet, j'ai vu pas mal de gens en parler en mode voici les spécificités, mais j'ai vu personne vraiment élaborer sur ce que valait cet ampli, comment il sonne, patati patati patata. Donc ça va être la totale surprise et je risque d'être déçu ou je risque d'être content. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo YouTube. Par la même occasion, j'ai décidé de créer cette toute nouvelle chaîne YouTube où je vais parler de trucs différents de photographie, plus de matériel son ou multimédia, je sais pas, j'ai aucune idée. J'aimerais bien reviewer plein de trucs, plein de choses, etc. mais je n'ai pas l'argent, parce que ça coûte cher d'obtenir tous ces trucs, même ne serait-ce que de les louer, ça coûte de l'argent, donc voilà. Bien, et ben là je suppose que le montage fasse son job, et que cet ampli TEAC apparaisse entre mes mains. Bien, nous sommes donc le lendemain, et j'ai reçu le colis, le TEAC AP 505B, parce qu'il est noir. Ouais, il est joli, hein. Il est joli. Voici l'arrière. Donc on a de quoi brancher les enceintes et on a de quoi brancher une source, soit en RCA, soit en balanced avec des XLR tout simplement. Il y a aussi deux petits switches qui vous permettent de choisir entre les différents modes. Donc le premier switch vous permet de choisir si vous utilisez justement les entrées RCA ou les entrées XLR. Et le deuxième petit switch vous laisse choisir si vous utilisez l'ampli en mode stéréo, en mode bi-amping ou en mode bridge. Donc bridge en gros ça veut dire que les deux amplis sont mis l'un derrière l'autre pour donner beaucoup plus de puissance, mais à ce moment là du coup ça devient un ampli mono qui permet de connecter qu'une seule enceinte à la fois. Bi-amp c'est fait en gros pour utiliser cet ampli pour typiquement connecter une enceinte qui a deux entrées pour les basses et pour les aigus séparés. En général c'est comme ça que ça fonctionne. Et stéréo c'est comme ça que je vais l'utiliser, c'est tout simplement pour avoir de la gauche et de la droite. Il y a aussi un petit port micro USB pour mettre à jour le firmware. J'espère que je n'aurai pas besoin de le faire parce que j'ai vraiment pas envie. Dessous, il y a ces fameux pieds que TEAC ont brevetés qui sont anti-vibration. Et il y a ici dans le carton des petits pads en caoutchouc ou en je sais pas trop quoi qu'il faut venir coller sous les pieds. Et hop. Et l'avant de l'ampli maintenant. Voilà, donc à l'avant, on a juste le bouton on-off. On a deux grosses aiguilles qui sont là pour nous indiquer les niveaux des volumes, etc. C'est assez intéressant. Et là, on a un petit bouton qui, lorsque on le clique juste une fois, nous permet de faire varier la luminosité de cet écran, mais aussi, quand on garde appuyé, d'ajouter un gain plus 20 décibels
c'est plutôt pratique si vous écoutez en général à un volume plutôt bas en fait. Et c'est probablement quelque chose que je vais devoir faire si vous avez quand même envie de voir les aiguilles danser. Et il y a de la buée dans l'écran tellement le truc est froid, c'est assez drôle. Et là dans le coin, il y a un petit stickers iRes Audio, c'est un truc qui m'énerve, j'aime pas ce genre de sticker, surtout que ça n'a pas beaucoup de sens parce que iRes Audio, on parle donc d'audio numérique, mais il n'y a rien de numérique dans cet ampli. Enfin oui, apparemment il y a quand même un firmware, donc il y a du numérique, mais en gros, la source que vous connectez dessus n'est pas numérique, donc ça n'a pas de sens. Je vais tout de suite enlever ce sticker. Peut-être que je devrais pas l'enlever tout de suite, au cas où j'ai un problème avec, ou au cas où le son ne me plaît pas. Donc mon idée c'était de venir le mettre sous l'écran. C'est pas idéal, mais j'ai regardé sur le site de Teac, et Teac le montre très souvent empilé avec d'autres éléments hi-fi de la marque, et les autres éléments hi-fi qu'ils empilent dessus souvent sont l'horloge ainsi que le DAC, et les deux ensemble sont plus lourds que cet écran. Donc à ce niveau-là, je me sens pas trop mal de simplement poser mon écran dessus. Cet écran est pas très lourd, c'est juste un 24 pouces. J'ai changé les câbles de mes enceintes aussi, j'utilise pas les mêmes câbles qu'avec l'ancien ampli, parce que c'est écrit sur le site de Teac qu'il faut utiliser les câbles les plus courts possibles. Donc je suis allé chercher des câbles qui étaient un poil plus courts que ceux qui étaient là avant, même pas mal plus courts. Et c'est aussi mentionné sur le site de Teac que c'est important d'avoir deux câbles de la même longueur. Enfin, ça, je le savais. Un jour, j'investirai dans les fiches bananes parce que là, c'est l'enfer. Cool. Ok, donc on va allumer tout ça et on va tester. Tout est branché en théorie. Donc en premier, je vais allumer le Mac. C'est assez joli le setup, je trouve. Ça rend plutôt bien. Cet ampli est très beau. Il est très beau. Et avec l'écran posé dessus, je trouve que ça rend ok. J'espère que ça vous fait pas trop cringe de voir un écran posé sur un ampli comme ça. La chanson test que j'utilise tout le temps pour tester du matériel son, c'est Ocean of Tears par Caroline Polachek. Parce que c'est une chanson que déjà j'aime beaucoup et que je connais super bien. C'est aussi une chanson que j'ai écoutée sur plein de supports différents. J'ai les fichiers FLAC, ALAC originaux. Maintenant, de toute façon, il y a le lossless sur Apple Music. Et c'est comme ça que je vais l'écouter ici, mais j'ai aussi le vinyle. Donc je connais cette chanson sous plusieurs facettes, etc. Et c'est une chanson que je trouve vraiment bien parce qu'elle a à la fois des basses très profondes avec beaucoup de détails. Il y a une voix qui est extrêmement bien traitée et qui sonne vraiment très très bien haut dans les aigus, etc. Et il y a aussi plein de petits détails, de petites textures qui sont tout en haut du spectre. Et en gros, tout ça ensemble, ça fait que c'est une chanson que je trouve très bien pour tester parce qu'il y a vraiment de tout. Et en plus, vu que c'est une chanson que je connais vraiment super bien et que j'adore, ça fait que je peux très facilement dire si elle sonne comme j'aime qu'elle sonne ou pas. Après, bien sûr, c'est pas une de mes propres chansons, mais ça va aussi être intéressant de tester mes propres chansons là-dessus, parce que mes propres chansons, je suis la seule personne qui a le droit de dicter comment j'ai envie que ces chansons sonnent vraiment, et donc je peux comme ça vous donner un bon avis de est-ce que cet ampli correspond à ce que je cherche ou pas. Donc truc que je sais déjà au niveau de l'acoustique de cette pièce, si je suis trop proche des enceintes, je ne vais pas entendre très bien le spectre. Donc je vais volontairement venir me reculer jusqu'ici. Ok, déjà avant de lancer quoi que ce soit, j'entends une très léger ultrason, un petit grésillement vraiment très très aigu dans mon enceinte gauche. J'espère que je trouve une solution parce que déjà ça m'énerve un peu. C'est étrange, c'est vraiment étrange. Je sais pas de quoi ça vient. J'ai pas encore lancé de son et le volume sur l'interface audio est à 0. Hein. Ça ne marche pour l'instant pas. Je sais pas ce que j'ai fait faux, mais ça ne marche pas. Ok, on va troubleshoot. Je sais pas pourquoi ça marche pas. J'ai probablement fait une bêtise quelque part, ou je ne sais pas, mais j'ai fait une bêtise à mon avis. Bon, c'est un fail. Il ne fonctionne pas. J'ai donc contacté le support. Je vais le renvoyer par la poste cet après-midi et me faire expédier un neuf qui, cette fois, j'espère, fonctionnera et qui, pour la peine, j'espère que ça me plaira bien. En tout cas, bon, déjà, ce que je peux vous dire, je peux déjà vous review un appareil qui fonctionne pas, si vous voulez. Ergonomiquement, la taille, le look, tout me plaît, j'aime beaucoup. Je pense que c'est important d'avoir du matériel qui vous plaît esthétiquement. Le son, c'est le plus important, on s'entend. Mais si esthétiquement il vous plaît, s'il fait ce qu'il faut, à savoir juste le petit bouton power, basiquement c'est tout ce que je peux faire avec, c'est plutôt bien. C'est assez étonnant, je viens de voir l'écran flasher alors qu'il n'est pas branché. Donc en plus de ne pas fonctionner, il est possédé. Non, je suis conscient qu'il s'agit juste de condensateurs qui ont
conserver l'énergie à l'intérieur, je suis pas bête non plus. Ça me rend triste, parce que je l'ai attendu pendant tellement longtemps, et puis bah maintenant je vais devoir attendre encore 1-2 semaines, le temps qu'un nouveau arrive. Théâc, en tout cas, ça vous fait pas de la bonne pub. Je suis désolé, hein. Bon, une semaine plus tard, eh bien, comme vous pouvez le voir sur le bureau, on est une semaine plus tard et l'ampli est de retour. Je l'ai donc tout installé exactement comme je l'avais installé la dernière fois et je n'ai pas encore pris le temps de le tester. Je vais maintenant l'allumer et balancer de la musique et vous allez voir ma réaction directe. Alors bien entendu, je ne peux pas vous faire écouter la musique que je vais mettre, tout simplement parce que je n'ai pas les droits de cette musique et aussi ça vous sert pas à grand chose, je n'ai pas des micros de qualité, ça sert à rien pour moi d'essayer d'enregistrer le son qui vient de mes enceintes et de vous le transmettre sur YouTube, c'est assez inutile, donc je ne vais pas faire ça. Mais je vais me mettre là du coup, et je vais écouter, donc je vais l'allumer. Alors quand on l'allume, l'écran flash 3 fois, je pense que c'est normal, c'est parce qu'il chauffe. Ok. Alors pas de petit ultrason comme la dernière fois, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il y a clairement un tch qui est bien là, qui est bien présent. Même trop présent, c'est chelou. Je me demande comment on diminue ce bruit blanc. Peut-être que même vous l'entendez. Bon, bah je vais essayer de balancer de la musique puis on va voir ce qui se passe. Alors je pense sincèrement qu'il va me falloir plus de temps pour juger la qualité sonore, etc., etc. En tout cas, là j'ai écouté un morceau que j'aime vraiment beaucoup et ça sonne vraiment vraiment bien. Il y a un détail et une clarté dans les hautes fréquences qui est juste incroyable. Et les basses descendent vraiment très très profondes. Non, le son est vraiment tip top. Le son est vraiment tip top. Le problème auquel je fais face, peut-être que vous l'entendez, il y a un petit pchit qui est constant, qu'on entend vachement fort. Et en fait, ça vient de ma carte son. Ça vient tout simplement de ma carte son. Va falloir que j'investisse dans une meilleure carte son, tout simplement. Et ça me saoule un peu. C'est le prochain achat que je ferai du coup, une meilleure carte son. C'est une spirale interminable, ce truc. Dès que vous investissez dans quoi que ce soit qui vaut un peu d'argent, il vous faut tel truc qui vaut aussi de l'argent, puis après il vous faut tel truc, puis après il vous faut tel truc, puis vous finissez par tout changer. Et c'est assez nul. Et c'est vraiment dans cette position dont je suis maintenant, j'ai l'impression. J'ai besoin maintenant qu'il faut que je change de carte son. Parce que ça va pas trop, hein, c'est pas terrible. Peut-être essayer de changer le câble aussi. Mettre un câble plus haut de gamme, mais honnêtement, je doute que ce soit ça. Bien, je pense que vous êtes quand même un peu intéressé à voir les petites aiguilles danser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre de la musique que j'ai fait moi, dont j'ai les droits, et je vais vous faire écouter un petit peu à travers les enceintes. Ne jugez pas la qualité sonore, je vous en supplie. Tout ce qui compte, c'est que vous regardiez les aiguilles danser. Voilà. Bon, je suis de retour. Je suis allé faire une petite balade. Donc là, globalement, j'ai réinstallé l'ampli avec la nouvelle interface et le problème est différent, mais toujours là, c'est-à-dire que la majorité des interférences ne sont plus audibles, comme avec l'ancienne interface audio, mais il y a toujours des interférences audibles quand même.
C'est chiant. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques petites expérimentations et j'ai toute bonne raison à croire que si j'utilise des câbles balancés, donc je sais pas comment on dit en français, en anglais on dit balanced, c'est des câbles qui sont jack TRS vers XLR. En gros, c'est des câbles qui transmettent le signal deux fois. Une fois dans un sens et une fois avec la phase inversée. Et en gros, ça veut dire que s'il y a des interférences qui sont captées par ces câbles, quand l'appareil qui reçoit le son réinverse les phases et réaccumule les deux signaux qui sont reçus, du coup ça inverse la phase de la moitié des interférences et donc ça annule les interférences. Je crois que je l'ai un peu mal expliqué, mais globalement ces câbles sont beaucoup moins sensibles aux interférences que les câbles standards. Parce que voyez-vous, je pense que j'ai été un peu clown de penser qu'une carte son haut de gamme sur un ampli haut de gamme et utiliser des câbles qui ont 3 fois mon âge, c'était une bonne idée. Je pense que c'était un peu con de ma part de penser que ça fonctionnerait. Donc je suis allé à Lausanne acheter ces câbles qui sont balancés, qui sont des jack TRS vers XLR et je vais brancher tout ça maintenant. Et je vais prier. Bien. Bon. C'est branché. L'interface audio est complètement installée, elle fonctionne. C'était vachement chiant parce que cette interface audio nécessite qu'un pack de logiciels soit installé. Et si vous voulez installer ce pack de logiciels sur un Mac avec la puce Apple, avec une puce Apple, il vous faut faire un micmac pas possible. Il faut redémarrer l'ordinateur dans un mode particulier pour aller cocher des cases et basiquement baisser la sécurité de l'ordinateur pour pouvoir installer les drivers. C'est un peu un enfer, honnêtement, ça me fait vraiment chier. J'aurais préféré que ce soit plug and play, mais ça l'est pas. Après, il y a aussi plusieurs trucs qui me font un peu peur, c'est qu'il y a pas mal de réglages de cette interface, notamment un réglage très important, qui doivent être faits via le logiciel, et je parle du monitoring. Attendez, je vais fermer ma fenêtre, parce que c'est un peu débile. Il fait moins 3 dehors, mais j'ai quand même la fenêtre ouverte parce que dans cet appart, j'ai beau avoir éteint tous les radiateurs, il fait beaucoup trop chaud. En fait, en gros, par défaut, l'interface, elle... là, du coup, j'ai mon micro qui est branché dessus. Il est branché sur l'interface, c'est aussi une des idées. C'est vrai qu'investir autant d'argent dans cette interface, ça paraît un peu con et ça m'énerve un peu, mais normalement, si ça fonctionne, je vais gagner à tous les niveaux. Je vais gagner en qualité sonore dans mes enceintes, en qualité sonore dans mon casque. Je vais aussi gagner en qualité sonore de ce que j'enregistre avec le micro, donc au final ça peut se traduire par une meilleure qualité sonore dans mes chansons, dans mes produits, dans mes voix off, dans tout ce que je fais. C'est quand même bien, I guess. Par défaut, cette interface elle est paramétrée de façon à ce que le son du micro revienne dans le casque, ce qui est un peu problématique parce que ça veut dire que le son il revient aussi dans les enceintes et donc je peux tout simplement pas allumer les enceintes tant que le micro est branché, sinon ça fait des putains de Larsen, hein. Donc en gros le micro enregistre l'enceinte qui donne le son du micro, ça loupe, et c'est vraiment pas possible. Et donc je comprends pas pourquoi c'est comme ça par défaut, et surtout je comprends pas pourquoi ce truc ne peut pas être désactivé avec un des 9 boutons cliquables qu'il y a sur l'interface. Non, si vous voulez désactiver ça, il vous faut installer ce logiciel et aller le faire dans le logiciel. Et ça me fait un peu peur parce que je me dis, voilà, et si un jour, sans que je le sache, l'interface ne communique pas avec le logiciel et du coup réactive ce truc et je m'en rends pas compte et mes enceintes sont allumées et basiquement tout explose parce que voilà. Non, je pense pas que ça va exploser, mais voilà, you get the point. Ça me ferait chier. Mais de ce que je comprends, une des raisons pour laquelle cette interface elle est autant acclamée des critiques et des gens, c'est qu'elle elle est équipée de son propre processeur et de plusieurs trucs à l'interne qui sont contrôlés par le programme. Et donc en fait, quand vous faites quoi que ce soit sur le programme, c'est pas fait dans votre système d'exploitation, mais c'est réellement fait sur l'interface elle-même, et donc ça ne prend pas des ressources de votre ordinateur. Et ça veut aussi dire que du coup, s'il y a quoi que ce soit comme problème avec le programme, l'interface devrait conserver ce qu'elle fait. Mais il va me falloir, je pense, plusieurs mois de tests pour être vraiment certain de ça. Mais pour l'instant, je suis pas sûr que j'ai tant que ça confiance. Anyway, tout est branché, j'ai pas encore testé. Si ces putains d'interférences sont encore là, j'ai peut-être une dernière solution, mais j'ai vraiment pas envie d'avoir à faire recours à cette solution. Donc on va prier pour que ce soit bon, pour que ça marche, pour qu'il n'y ait plus d'interférences. En fait, la simple et bonne raison pour laquelle il y a des interférences, c'est tout simplement que le signal qui est envoyé dans le câble entre l'interface et l'ampli est vraiment très faible. C'est un signal très très bas, parce que l'ampli, il amplifie à 100%. Il n'y a pas de possibilité d'atténuer ce que fait l'ampli. L'ampli, il prend le signal et
il donne le max de sa puissance à chaque fois. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que si le signal qui vient de l'interface et qui va dans l'ampli, il est pas 100% clean, ce qui est dans ce signal va être amplifié à 100% aussi. Là, ça m'a l'air bon, honnêtement. Ça m'a l'air bon. Il est allumé, l'ampli est allumé. J'entends un très léger pssst, mais c'est tout à fait normal. C'est le même genre de pssst que j'attends avec n'importe quel ampli quand il est simplement allumé. J'entends que mon disque dur tourne. Mon disque dur est donc sous mon bureau. J'entends qu'il tourne et j'entends que ça fait pas des cliquetis dans mes enceintes comme avant. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Bon bah je vais lancer un peu de musique et puis écouter et voir ce que ça donne. Je me réjouis. Là ça a l'air de marcher. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, honnêtement. Ça marche nickel. Et le son est magnifique. Le son est magnifique. Genre vraiment. Là, j'ai juste lancé un peu de agar agar. C'est de la musique qui est produite de manière un peu minimaliste. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais en gros, il n'y a pas beaucoup d'instruments en même temps. Et les sons sont vraiment plutôt clean. Et la voix, là, elle est transperçante, quoi. J'ai l'impression que c'est mieux que si la chanteuse était en train de me le chanter en face de moi, quoi. Je vais un peu essayer, je vais un peu me balader dans ma playlist, et puis on va faire une petite conclusion. Avant de passer à la conclusion, j'ai juste envie de dire que du coup j'ai déjà commencé à monter cette vidéo, je l'ai même quasiment fini en fait, je vais juste rajouter ces sections-là. Je voulais m'excuser du son de la vidéo, à savoir de moi qui parle. Je teste une nouvelle caméra et je teste des nouveaux paramètres. C'est le même micro qu'avant, mais somehow sur cette caméra ça sonne pas aussi bon qu'avant. Alors que c'est super étonnant parce que des critiques et des reviews que j'avais vues, les gens mentionnaient pas ce genre de choses. Donc je pense que j'ai encore besoin d'apprendre à jouer avec certains paramètres en fait. Je pense qu'il y a des trucs à faire encore de mon côté. Moi je vois là que mon meter il pique pas. Pourtant une fois que je suis en poste, le son il est un peu croustillant comme si j'avais saturé trop fort. Donc je sais pas, je voulais m'excuser, je trouve un peu nul de ma part de faire une vidéo qui parle de son et de moi-même ne pas avoir un son super. Après j'espère que vous avez quand même réussi à me comprendre à ce que je dis. Moi j'essaie de parler le plus clairement possible, de pas parler trop vite, mais sans être ennuyant non plus. Je vous laisse à la conclusion, qui sera probablement tournée dans les jours qui viennent et pas aujourd'hui. Bon, eh bien il est temps un peu de conclure. Du coup la première chose que j'ai envie de dire c'est que cet ampli a un son fantastique, je suis vraiment très content du son. L'ampli a réellement redonné le fameux punch que je cherchais, que je trouvais que ça manquait un petit peu à ces enceintes avec l'ampli Yamaha, donc j'avais bel et bien raison qu'un ampli un peu plus haut de gamme, un peu plus puissant, me redonnerait effectivement ce punch, quand on écoute de la musique, surtout de la musique électronique, on entend la batterie qui tape vraiment fort, on a les basses qui sont vraiment très profondes et qu'on entend très bien avec beaucoup de détails, c'est vraiment cool. Ces enceintes sont vraiment bonnes pour ça, mais il leur faut en effet le bon ampli et c'est l'impression que j'avais eue, puisqu'avant elles étaient connectées sur un ampli Pioneer et justement me donnait une qualité que je n'avais pas avec l'ampli Yamaha, et là on est de retour. Un autre truc bénéfique que j'ai remarqué auquel je m'attendais un petit peu moins, mais c'est qu'avec cet ampli, les enceintes ont aussi gagné énormément de clarté dans le haut du spectre, et surtout elles sont devenues plus transparentes, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on écoute de la musique, le son il vient non pas seulement des enceintes, mais il vient vraiment de partout. Alors pour ça, il faut que je sois bien assis dans le spot idéal, donc un peu reculé par rapport à mon bureau, et quand je suis à la bonne distance, j'ai vraiment l'impression que les enceintes disparaissent et que le son se déplace de manière super spatiale, super tout autour de moi en fait. Et c'est vraiment chouette, et c'est, encore une fois, le genre de qualité qu'on cherche quand on a un bon système, etc., etc. Passer à cette nouvelle interface audio, comme j'ai dit, ça me fait un petit peu chier, parce que j'ai dû dépenser beaucoup d'argent, et en plus cette interface audio a besoin de vraiment beaucoup de logiciels à installer, qui doivent être lancés, etc. pour fonctionner. Tout ça m'énerve, je préfère quand c'est plutôt plug and play, qu'on fonctionne, on branche, etc. J'ai aussi appris du coup que les interfaces audio en Thunderbolt comme celle-ci ne sont pas compatibles avec tous les programmes comme les interfaces USB. Par exemple, il n'est pas possible d'utiliser cette interface audio dans une application comme Discord ou Zoom, et c'est plutôt pénible honnêtement. Mais l'interface audio, je remarque qu'elle m'a quand même fait gagner en qualité sonore elle aussi. Encore une fois, le son a plus de punch, il a plus de présence, on a à la fois plus de détails, on a l'impression que les basses descendent plus basses, donc c'est vraiment chouette. J'ai aussi remarqué, et c'est ça un des trucs qui m'a étonné le plus, mais c'est que cette interface audio a un bien meilleur son dans mon casque. En fait, ça c'est un truc que je me suis pas beaucoup... J'ai pas beaucoup réfléchi à ça, mais le casque que j'utilise, qui est un Beyer Dynamics DT990, c'est un casque avec une impédance de 250 ohms, donc c'est une impédance quand même qui est relativement élevée, et en fait, avec l'interface audio précédente que j'avais, j'ai toujours trouvé que ce casque manquait aussi de basse, manquait de punch et de détails, et surtout, j'avais plus ou moins besoin de mettre l'interface au volume toujours
presque à 100% pour que le son soit convenable à un volume adéquat pour entendre les détails quand je fais de la musique, etc. etc. Et donc c'était un petit peu pénible. Et en fait, je me suis jamais posé la question, mais l'interface que j'avais précédemment, l'interface Native Instruments, n'est simplement pas faite pour des casques avec une impédance autant élevée, et c'est peut-être pour ça que le son était clairement pas optimal, et je me rends compte que maintenant que j'ai cette nouvelle interface, que j'ai l'impression que mon casque a une nouvelle jeunesse, qu'il a regagné encore une fois plus de détails, surtout beaucoup plus de basse. En fait, c'est ça qui est étonnant, j'avais l'impression que ce casque manquait clairement de basse, et depuis que je l'ai sur cette interface, hop, les basses sont réapparues, elles sont de nouveau là, et le casque a une présence et est beaucoup plus agréable et sonne simplement beaucoup mieux, mais genre dans tous les domaines. Et enfin, le dernier truc auquel je m'attendais pas, c'est la qualité du son lorsque j'enregistre avec mon micro. Donc du coup, mon micro, le Rode NT1A, il est branché sur cette nouvelle interface audio au lieu d'être branché sur l'ancienne. Et là aussi, en fait, on gagne en qualité. Je trouve aussi que le micro a... J'ai l'impression que le spectre est plus large, qu'il capte mieux les sons plus subtil, et j'ai aussi l'impression que si je chante fort ou je crie fort dedans, ça sature moins rapidement, un peu comme si la dynamique était un petit peu meilleure. Du coup, la conclusion que je peux faire, je suis très content de ce que j'ai, du son que j'ai maintenant avec ce setup, je suis très content de comment fonctionne l'ampli, comment fonctionne l'interface, si ce n'est tous ces logiciels qui m'ennuient un peu. Là, en fait, je réfléchis et je me dis que, en fait, au prix que j'ai mis, combien d'argent j'ai mis dans cet ampli et dans cette interface, j'aurais peut-être eu meilleur temps de simplement racheter une paire d'enceintes actives. À ce prix-là, j'aurais pu avoir une paire d'enceintes vraiment de très très bonne qualité, qui aurait en plus profité de plusieurs technologies modernes, du DSP, donc du Digital Signal Processing, simplement la capacité en fait qu'ont certaines enceintes actives modernes à corriger leur son pour avoir justement une réponse en fréquence qui est très plate en fait. Voilà, ces enceintes, elles ont été faites dans les années 70, elles sont branchées à un ampli qui n'est pas de la même marque, qui n'est pas de la même année, elles sont branchées à une interface audio qui elle aussi n'est pas de la même marque, n'est pas de la même année. Rien n'a été vraiment optimisé, alors qu'un système d'enceinte moderne active où l'amplification est intégrée à l'enceinte, l'amplification a pu être parfaitement calibrée, créer un son parfaitement optimal au niveau de l'enceinte, et les enceintes à ce prix-là, elles ont aussi justement la possibilité de vous laisser calibrer en fait votre pièce avec un micro éventuellement, et ensuite d'appliquer un profil aux enceintes pour que les enceintes aient vraiment la réponse en fréquence la plus idéale dans votre pièce. Et peut-être qu'en fait au final j'aurais pas dû dépenser autant d'argent dans juste un ampli et une interface, mais en même temps ce setup est vachement fun et je suis quand même vachement content du son. Ces enceintes, comme j'ai dit, je les ai récupérées de quelqu'un sur Facebook, je les ai même pas payées. Est-ce que j'ai mentionné ça? Il me semble. Je les ai même pas payées. Et en fait, c'était vraiment une incroyable surprise parce que ce sont vraiment de superbes enceintes. Du coup, quelle est la prochaine upgrade dans mon setup? Il y a quelque chose qu'il faut que je change encore, qui va me permettre d'améliorer le son encore mieux. Et c'est, bien entendu, l'acoustique de la pièce elle-même. Il faut que je travaille sur l'acoustique de la pièce, et à ce niveau-là, c'est la dernière chose que je peux faire pour vraiment parfaire le son. D'ailleurs, c'est même peut-être un peu une bêtise de ne pas avoir travaillé l'acoustique de la pièce en premier, parce que l'acoustique de la pièce fait quand même énormément sur la qualité sonore de vos enceintes. Et si vous, actuellement, vous avez une paire d'enceintes et vous n'êtes pas content du son que vous avez de ces enceintes, essayez de voir si le placement des enceintes et si l'acoustique de la pièce ne peut pas avoir un très bon impact sur votre son aussi, en fait, même plus gros que changer d'enceinte tout simplement. Alors moi, je sais que la pièce dans laquelle je fais tout ça, l'acoustique est pas trop mauvaise, elle est même plutôt correcte, c'est pour ça que je me permets d'enregistrer plein de vidéos dedans, qu'on entend qu'il n'y a pas trop d'écho sur ma voix, etc. Et tout ça, c'est aussi simplement grâce au fait qu'il y a beaucoup de bordel et de chenilles et de trucs qui traînent. Parce que plus vous avez des trucs dans tous les sens dans votre pièce, plus le son se réfléchit dans tous les sens, et si le son se réfléchit dans tous les sens, il arrive moins vite directement dans vos oreilles, etc. etc. Et du coup, ça fait simplement moins d'écho, et simplement l'acoustique est meilleure. Pas autant bonne que si j'avais de la vraie mousse qui absorbe correctement les basses par exemple, mais c'est mieux que rien, et l'acoustique de cette pièce n'est pas dégueu, mais toujours on peut mieux faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était vraiment très longue, je vais essayer de la condenser au maximum et de la rendre un peu fun et sympa. Je sais pas encore comment je vais la nommer, je sais pas encore très bien tout ce que je vais laisser, tout ce que je ne vais pas laisser dedans, mais j'ai envie de vous montrer un peu mon struggle, les différentes étapes qui m'ont amené au setup actuel, parce que je pense que c'est une petite histoire sympa à raconter. Et je propose qu'on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose sur cette chaîne YouTube, je sais pas de quoi encore, mais ça va venir, les idées vont venir. Je vous souhaite une bonne fin d'année, et à bientôt.